Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de l'économie sociale et solidaire à travers une fondation, la fondation La France s'engage. Alors, on va vous raconter l'histoire de la création de cette fondation. Elle est présidée par l'ancien président de la République François Hollande et nous avons son directeur général sur notre plateau, Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour Arnaud. Avant qu'on parle de cette fondation, de la manière dont vous sélectionnez tous les projets, les lauréats et puis l'action que vous menez, parce que c'est une action très intéressante, fondation reconnue d'utilité publique depuis 2017. Juste un mot, parce que tous ceux qui viennent au grand entretien, on a envie de les découvrir aussi sur le plan de leur parcours. Alors vous, c'est intéressant parce que vous portez des projets d'entreprise, d'innovation sociale, souvent tournés vers le numérique, soutenus par 4 grosses entreprises, et vous êtes historien. Et enseignant. Et enseignant. Vous avez enseigné, agrégé d'histoire. Comment on fait la passerelle entre le monde de l'entreprise et les sciences humaines, les sciences sociales? C'est parfois très éloigné quand même. La passerelle, elle est toute simple. C'est celle de l'engagement au service de l'intérêt général. Ça fait 17 ans que je suis au service de l'intérêt général, de la République, combien même j'ai été à la tête d'une association et aujourd'hui d'une fondation. Mais pour moi, il y a une continuité d'action. Pendant 6 ans, j'ai enseigné comme professeur d'histoire dans des collèges, dans des lycées, dans des banlieues banales, dans des banlieues plus compliquées, celles que trop souvent on désigne comme perdues par la République. Ça, c'est Manuel Valls, les territoires perdus. C'est Manuel Valls qui portait ce discours. Ce sont surtout des territoires où vous rencontrez des jeunes dont vous savez que presque 1 sur 2 seront au chômage jusqu'à 25-30 ans. Vous enseignez dans des territoires où les taux de chômage peuvent dépasser les 40%. Quand vous êtes enseignant dans ces territoires-là, vous touchez du doigt, vous êtes au cœur des dysfonctionnements de la société française. Vous vivez les inégalités sociales, vous vivez les discriminations. Très concrètement. Très concrètement. Bien sûr, bien sûr. Et, premier point, donc, vous avez cette première prise de conscience. Et puis, il y a une deuxième prise de conscience quand vous êtes enseignant dans ces territoires et avec ces jeunes-là. C'est l'isolement du métier d'enseignant. C'est l'isolement de tous ceux qui ont une charge éducative. Et vous vous dites, mais tout seul, chacun dans notre silo, on ne pourra pas améliorer le système éducatif, on ne pourra pas améliorer le destin de ces jeunes. Oui, c'est au-delà du système, c'est l'histoire, la route qu'ils vont tracer. C'est la route qu'ils vont tracer et vous le savez comme moi, depuis 40 ans, les inégalités scolaires s'accroissent en France. La France de la grande école républicaine accroît aujourd'hui les inégalités sociales. Et ces 2 prises de conscience, la rupture de l'égalité des chances et la nécessité du travail collectif, c'est cela les 2 prises de conscience les plus importantes pour moi quand vous enseignez là-bas. Et donc cette passerelle, parce qu'on parlera tout à l'heure du choix de l'école, vous avez été le co-directeur de cette association assez incroyable pour remobiliser, pour donner envie à des cadres, à ceux qui n'étaient pas dans le milieu éducatif, d'aller apporter leur savoir dans ces quartiers oubliés parfois de la République. Et puis c'est en novembre 2020, si mes dates sont bonnes, que vous allez devenir le directeur général de La France s'engage. Quelques mots sur cette fondation, parce que c'est vrai que c'est François Hollande qui la préside. Comment elle est née? Parce que si j'ai bien compris, avant qu'elle devienne une fondation, elle était déjà, je dirais, dans la matrice programmatique de François Hollande dès quoi, 2014, c'est ça? 2014. Je vois bien là votre intérêt pour les origines et pour l'histoire. Et oui, les dates, c'est important. De La France s'engage. La France s'engage 2014 est un programme gouvernemental lancé par le président de la République, François Hollande. Ce programme, il est destiné à soutenir l'engagement des Françaises et des Français qui portent des projets d'innovation sociale et les accompagner par un soutien financier et par un accompagnement en ingénierie, leur permettre de voir leurs projets changer d'échelle et essaimer sur tout le territoire, leur permettre de réussir ailleurs ce qu'ils ont réussi ici. Mais c'est un programme gouvernemental qui est unique en son genre dans l'histoire, puisque dès l'origine, ce programme gouvernemental est soutenu, ça c'est important, par ce qui était à l'époque Total et qui est aujourd'hui devenu Total Énergie. Et en 2017, ce programme gouvernemental... Alors c'est un programme qui est très charté, qui a une philosophie, qui a une façon d'imaginer... Un programme gouvernemental qui, après un travail de sélection et de détection, accorde le label La France Engage, assure un soutien financier et un accompagnement aux lauréats pour leur donner les outils
pour le changement d'échelle et l'essaimage. Et 2017, elle devient Continuons fondation. L'histoire, oui. La France s'engage et devient une fondation, mais de manière plus précise, ce sont 4 entreprises, Total Energy, BNP Paribas, Andros et Artemis, qui fondent une fondation reconnue d'utilité publique. La France s'engage, avec également 3 partenaires institutionnels, la Poste, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Et cette fondation perpétue le programme d'engagement de la France s'engage. Et c'est aujourd'hui une coalition de 13 entreprises. 13 entreprises. Un mot, et on va commencer à travailler et à rentrer dans les détails, parce qu'il y a des dossiers. Tout ça est fait avec... c'est très méticuleux, la sélection de ces dossiers, les choix même d'ailleurs de ces entreprises. C'est souvent très innovant. On utilise souvent le numérique. J'ai vu quand même dans les projets qu'il y a beaucoup la notion de numérique, même pour les plus précaires, même pour les SDF notamment, on pourra en parler. D'abord, un petit mot quand même un peu philosophique, un peu philosophico-politique. Enfin, c'est quand même le mariage du politique et des grandes entreprises. C'est pas antinomique. À une époque, c'était antinomique, ça. C'est le mariage du collectif. La situation aujourd'hui, en France, et une fois encore, je l'ai vécu à l'échelle d'un quartier, d'un collège, d'un lycée. Ça veut dire que l'État seul ne peut pas tout, comme disait Jospin à une époque, et qu'on a besoin aussi... L'État doit faire avec la société civile. Il doit faire avec les entreprises, il doit faire avec les citoyens. Et c'est ensemble qu'on permet, parce que chacun isolément, et encore, il y a aussi les collectivités territoriales, ne les oublions pas, en tout cas les pouvoirs publics, il n'y a pas que l'État, et comment se saisir de ces innovations sociales qui apportent un progrès social et environnemental. Et aujourd'hui, quel acteur social pourrait balayer d'un revers de main une coalition avec des acteurs de la société civile et des pouvoirs publics et de l'entreprise? On est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, vous validez cette dénomination? Pour vous, on a bien compris que c'est l'intérêt général, mais c'est quand même des projets qui ont trait à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets qui ont un impact social, qui apportent du progrès social. Les structures, ce sont souvent des associations, oui, souvent, ouais. Cela peut être des coopératives, cela peut être des entreprises agréées ESUS. Mais ce qui importe à la France Engage, c'est l'innovation sociale du projet, le fait qu'elle soit portée par des citoyens engagés qu'ils fassent un choix juridique de l'association ou de l'ESUS. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est est-ce que c'est un projet d'intérêt général et qui a un impact social fort. La procédure, parce qu'il faut quand même qu'on en dise quelques mots, combien de dossiers arrivent? Parce que plus les années passent, j'imagine, plus vous vous faites connaître, plus on dit, et c'est le bouche à oreille, la France s'engage, c'est génial, parce que c'est vraiment, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent, et puis c'est pas uniquement une remise de prix sur une scène, et puis on s'en va, puis on se dit au revoir. Il se passe quelque chose après. Combien de dossiers, combien de lauréats, comment ça marche? C'est une mission essentielle de la France Engage que de détecter et puis de sélectionner chaque année, car chaque année, c'est un peu votre boulot, nous organisons un concours. C'est une partie de notre travail, de notre mission. La deuxième, c'est justement de les accompagner, de réussir leur changement d'échelle et leur essaimage. Alors la sélection. La sélection, c'est un appel à projet, un concours national qui a lieu chaque premier semestre de l'année. L'année dernière, on est donc dedans. Nous sommes dedans. Nous venons de clôturer la première étape de l'appel à projet. 405 candidatures à la France Engage en un appel à projet qui a été ouvert à peine 4 semaines. En 4 semaines, vous imaginez ce que ça signifie du rayonnement de la France Engage auprès de ces acteurs-là et de l'envie d'être lauréat de la France. Je crois que vous allez me dire, vous imaginez le travail que ça représente. Parce que 405 dossiers, il faut les examiner, il faut les étudier, il faut se concerter, parce que vous n'êtes pas tout seul. 4 critères. L'innovation sociale et ou environnementale, l'impact social, la capacité au changement d'échelle et l'efficacité déjà démontrée. Vous parlez d'un travail minutieux, pointilleux. La réponse, elle est encore dans le collectif. 400 dossiers, 400 examinatrices et examinateurs. Ces 400 examinatrices et examinateurs, qui sont-ils? Ce sont, pour la grande majorité, les collaboratrices et collaborateurs de nos entreprises, partenaires, nos anciens lauréats, nos lauréats accompagnés, les bénéficiaires, et puis tous les partenaires de la France Engage. Car la sélection, c'est aussi déjà
un engagement pour nos collaborateurs et pour nos entreprises. Alors, je voudrais qu'on rentre dans le détail, parce que le choix de l'école dont on a parlé, dont vous avez été le directeur général, a fait partie des 12 lauréats en 2019. C'est-à-dire que cette association, on va en parler, a été récompensée. 2021, il y a eu un cru, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Là, vous avez remis, il y a eu des lauréats. Qui a été récompensé et quels ont été les projets que vous avez plébiscités ? 2021, l'année compliquée, raison de plus pour faire plus. En 2021, la France Engage décide d'assurer un soutien financier exceptionnel en raison du Covid pour tous les lauréats accompagnés et anciens de la France Engage, et surtout décide de sélectionner non pas 12 mais 17 lauréats. 17 lauréats, dont 4 en Outre-mer et dont 2 dans des territoires éloignés, oubliés, où la situation sociale, on le sait, une grande complexité, la Guyane et Mayotte. Des projets qui couvrent l'enjeu de l'inclusion d'enfants en situation de handicap, réseau loisirs pluriel, qui permet à des parents de pouvoir inscrire leurs enfants les mercredis après-midi et dans les vacances scolaires dans des centres de loisirs où ils vont pouvoir avoir un accueil adapté avec des enfants également qui ne sont pas en situation de handicap. Et une vie sociale donc. Et une vie sociale pour les parents, extrêmement important. Aussi pour Initiative les parents. née en Bretagne et qui aujourd'hui a pour le projet de se développer dans toutes les régions. Et ça, vous l'accompagnez après, une fois que vous l'avez sélectionné et récompensé, derrière, vous accompagnez le projet. Comment on fait techniquement sur ce projet ? Vous l'accompagnez dans des rendez-vous, vous l'aidez dans les rendez-vous bancaires, parce que j'imagine qu'il y a évidemment le plafond de verre, il faut trouver de la trésorerie. Comment ça marche, ça ? Vous êtes là. Toute l'ingénierie de la France. C'est ça. Nous sommes là avec eux pendant 3 ans et même pendant presque 4 ans, 6 mois de sélection et les 6 mois suivants, un diagnostic à 360 degrés de chaque projet lauréat. Le cabinet Kearney fait un diagnostic stratégique méticuleux de chaque projet, un diagnostic digital avec Simplon, un diagnostic juridique. Qui est déjà avec vu, une école importante, Simplon. Grand lauréat de la France Engage, qui a pris son envol, Frédéric Bardot vous le dirait, en très grande partie grâce à la France Engage, un diagnostic communication et un diagnostic juridique, je vous le disais, avec les avocats du collectif Impact Lawyers. Là, vous avez 405 dossiers, donc vous avez finalement clôturé. Vous avez clôturé c'est fini. Vous arrêtez d'envoyer des dossiers à la France s'engage. Ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine. Et là, maintenant, vous allez commencer à les examiner. Il y a des critères. Comment vous faites ? C'est très compliqué. 405 dossiers, il en restera 12 à la fin. Nous sommes d'accord. C'est un crève-cœur pour chacun des dossiers. Chaque dossier est porteur d'un espoir, de l'envie d'aider son prochain et de créer des emplois, j'imagine. Mais c'est pour ça aussi que le concours de la France Engage, ce n'est pas uniquement un outil au service de la Fondation, uniquement un outil pour détecter 12, 15, 17 lauréats. Nous avons conçu ce concours pour être utile à tous les candidats, pour que ça soit un moment de réflexion et de recul par rapport à leurs projets. Vous les aidez même s'ils ne sont pas... Nous faisons en sorte de pouvoir les aider par le dossier lui-même, par l'aide que nous apportons pour remplir ce dossier. On sait la complexité de remplir un appel d'offres, de savoir répondre aux bonnes questions, de faire de la pédagogie de ce que nous faisons quand on est tellement habité. Parfois, on a du mal à rendre clair ce qui est pourtant un impact social, une innovation dingue. On a besoin de traduire. Et le concours, il est là aussi pour ces porteurs de projets qui, à la fin, ne seront peut-être pas lauréats de la France Engage. Mais ça aurait été un moment pour prendre du recul, expliquer et puis aussi se projeter. La France Engage, c'est aussi ce moment où on se dit « Ah oui, mais ça marche ce que je fais, et maintenant, est-ce que je vais grandir ? Et comment je vais grandir ?» Et c'est là qu'est tout l'accompagnement de la France Engage. Il y a des choix aussi, évidemment, en direction des plus précaires. Je l'évoquais au début de notre échange, en direction des SDF. Et on ne le sait pas ou on ne le dit pas assez, mais ça paraît paradoxal, mais les SDF sont très bien équipés en matière téléphone. C'est le seul lien qu'ils ont avec le monde extérieur. Et vous avez, je crois, récompensé une association qui vient les aider. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est l'association Reconnect. Exactement. Qui assure un coffre-fort numérique à ces personnes sans domicile fixe. C'est important d'avoir un téléphone.
mais il y a aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui est si précieux. Ces papiers d'identité, la Sécu, toutes les démarches administratives. Vous perdez votre téléphone, vous le faites voler. Il faut que vous ayez l'assurance que cette perte et ce vol ne réduisent pas à néant toute votre vie sociale. Et puis tous les papiers administratifs qu'on doit présenter, professionnels. bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est important. Et la France Engage, ce sont aussi les casiers solidaires d'Emmaüs Alternatives. Les casiers solidaires nés à Montreuil, qui sont aujourd'hui à Clermont-Ferrand. C'est permettre dans la rue d'avoir, pour chaque SDF du quartier, un lieu où on peut sécuriser, un casier où on peut sécuriser tout ce qui est de plus important, tout ce qui est de plus précieux, et en même temps d'être un lieu de dialogue où les travailleurs sociaux savent qu'ils pourront aller à la rencontre de ces personnes et donc démarrer un processus de suivi et d'insertion professionnelle. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir à parler du choix de l'école. Pas uniquement parce que vous en avez été le directeur général, mais aussi parce qu'elle a été l'un des 12 lauréats en 2019. Quelle est l'idée, quelle est la philosophie du choix de l'école? Parce qu'on a des professeurs qui descendent dans la rue, il faut se dire les choses, il faut raccrocher tous les sujets que vous traitez à l'actualité, des professeurs qui disent le protocole, on ne s'en sort pas, nos salaires sont trop bas, les conditions de travail sont trop difficiles dans certains quartiers, c'est un sujet. Vous avez fait le pari de mobiliser des individus ayant un bon niveau scolaire, d'études professionnelles, et de leur dire, allez, apporte ton savoir dans ces quartiers. C'est ça l'esprit ? C'est le résultat d'un paradoxe à la fois tragique et optimiste. C'est, on l'a dit au tout début de l'émission, des inégalités scolaires qui ne cessent de s'accroître depuis 40 ans. Parallèlement à cela, le métier le plus important dans une société, le métier le plus important dans une république, c'est le métier d'enseignant. Ce métier-là, non seulement il est en souffrance aujourd'hui, mais il est de moins en moins attractif. Il y a de moins en moins d'engagement, et on retrouve le mot engagement, il y a de moins en moins d'engagement pour le métier qui est le plus important de notre société, le métier où l'impact social est sans doute le plus fort. Et ce paradoxe-là, qu'au même moment, et vous en parlez souvent ici, les jeunes diplômés, les jeunes actifs sont à la recherche de sens dans leur métier. Plus que jamais. Et donc nous avons en France ce paradoxe incroyable, le métier qui a le plus d'impact social et le métier où le recrutement est le plus difficile. Vous allez me dire, il y a peut-être un problème de ressources humaines, comme dans une entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas un RH ou des RH régionaux qui puissent travailler un peu plus finement les recrutements? On le sait, vous savez, quand on démarre sa carrière, vous êtes agrégé, vous êtes peut-être échappé, mais encore que, mais on est envoyé très souvent à Paris, en Seine-Saint-Denis, ou dans les quartiers difficiles. Enfin, c'est une manière de gérer un stock humain d'une manière un peu absurde, parfois. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce n'est pas tant le fait d'être envoyé que d'être accompagné. Oui. Et c'est ce que propose justement le choix de l'école. Le choix de l'école, elle propose justement à ces jeunes-là qui ont besoin d'avoir un métier qui fait du sens, besoin d'un métier d'engagement, de se dire mais devenez enseignant. Mais devenez enseignant pas uniquement en étant affecté dans des collèges d'éducation prioritaire, et c'est là où on manque souvent le plus d'enseignants. Clairement. C'est bien sûr qu'il faut aller là-bas, parce qu'il y a un besoin social, mais nous allons y aller avec vous et ensemble. Et donc, le choix de l'école, c'est un accompagnement à la fois individuel et collectif pour ces jeunes qui font le choix de l'enseignement pendant 2 ans. Ça veut dire avoir des tuteurs, ça veut dire se retrouver de manière collective pour travailler, pour échanger, pour dire tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aussi réfléchir ensemble. Parce que dans ces situations-là, une fois encore, c'est le collectif qui l'emporte. Alors, il y a 100 enseignants qui ont été accompagnés, ça c'est les chiffres que j'ai, en tout cas c'est issu de votre communiqué de presse. Et si je lis bien, le don de la Fondation sur 3 ans est de 300 000 euros. C'est-à-dire que le choix de l'école a reçu sur 3 ans, donc 100 000 euros par an. Il faut quand même dire que c'est pas une modeste somme pour une association comme le choix de l'école, comme d'autres. Enfin, c'est quand même un sacré booster. Qu'est-ce que ça a apporté au choix de l'école? Ça leur a permis quoi? De créer des locaux, de s'informatiser. Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme? Avec cette Créer somme, de l'emploi? On crée de l'emploi, très souvent. Parce que l'objectif, c'est justement le changement d'échelle et l'essaimage. Donc, et vous savez très bien que lorsque vous voulez aller vous implanter à Marseille, comme c'est le cas du choix de l'école, eh bien, ça veut dire des ressources humaines. Et donc, ce soutien financier-là, qui est donc jusqu'à 300 000 euros pour tous les lauréats, entre 100 et 300 000 euros, c'est une belle somme pour 3 ans. Oui, bien sûr. Et ça doit permettre, c'est aussi un pacte de confiance.
C'est eux qui savent encore plus que nous pourquoi ils ont besoin de cette somme. Combien d'emplois ont été créés? Alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que je pense que vous êtes la tête dans les dossiers, vous êtes en train de commencer à préparer les sélections, mais j'imagine que ce sont des centaines d'emplois, puisque vous les faites changer d'échelle. Tous ces lauréats changent d'échelle et développent, on parlait de Simplon a créé beaucoup d'emplois. Est-ce que vous savez combien la France s'engage à, d'une manière indirecte, mais très concrète, créer d'emplois? Alors, nous sommes justement en pleine phase de mesure d'impact de la Fondation depuis 2017, puisque les premières promotions sont à peine sorties l'année dernière, donc nous n'avons pas encore le recul nécessaire, mais il était évident que notamment sur la période gouvernementale, ce sont plusieurs milliers d'emplois directs et indirects qui ont été créés grâce au changement d'échelle de ces projets. Pour vous, l'historien, l'agrégé d'histoire, le passionné d'histoire, mais aussi d'enseignement, l'avenir, c'est quoi pour vous? Vous poursuivez votre route avec La France s'engage parce qu'on parlait de sens, parce qu'elle vous nourrit en termes de sens et vous êtes à votre place? Ou vous dites, tiens, j'aimerais bien repartir dans l'enseignement pour pouvoir transmettre à des élèves? Ce qui est important pour moi, c'est d'être une personne comme un enseignant dans une classe. Vous faites le pont entre des mondes extrêmement différents. Et aujourd'hui, dans une société extrêmement fragmentée, nous avons besoin d'engagement et de passeurs, de personnes qui font le lien entre des mondes qui ne se parlent pas ou qui sont extrêmement différents. Et je trouve qu'être à la tête de la France Engage, c'est comme être au milieu d'une classe, c'est aussi faire du lien et apporter du progrès et de l'émancipation entre des mondes qui trop souvent s'ignorent. Donc, la France s'engage, vous remplit, j'allais dire, au sens philosophique du terme. Elle vous habite et vous remplit. Le calendrier, donc là, vous avez les 405 dossiers pour y voir un peu clair. Et ça donne quoi? C'est dans 6 mois, à quel moment les 12 lauréats seront sélectionnés et récompensés? Ils seront connus au tout début de l'été. C'est un processus, 400 dossiers, une deuxième étape, environ 200, 250 dossiers. Nouveau tri. Une finale avec 40, 50 finalistes, où nous faisons venir à Paris les 50 finalistes. D'où le fait qu'ils soient challengés et accompagnés déjà. Exactement, c'est que même si vous n'êtes pas lauréat, les finalistes viennent pendant une semaine à Paris pour se rencontrer, pour rencontrer notre partenaire, faire du réseau, avoir des ateliers et préparer l'oral du pitch final et la sélection finale par le conseil d'administration à la fin du printemps et au début de l'été. Tiens, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que pour les professeurs, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, c'est aussi une scène de théâtre, quand on a une classe devant soi. Vous dites préparer l'oral pour tous ceux qui ont leurs associations. C'est quand même un sacré moment pour eux, quand même, j'imagine. C'est le grand oral aussi pour eux, d'être sur scène devant des centaines de personnes. C'est un moment à la fois très exaltant et difficile. Et c'est un moment où aussi vous devez former votre jury à tous les biais inconscients qui peuvent créer des discriminations et que vous essayez le plus possible de gommer des inégalités de départ. Parce que entre le grand dirigeant d'une association parisienne, très insérée, qui a déjà eu la chance d'être invité chez vous, chez Bismart, et la responsable qui fait un projet formidable, qui est dans ses appels à projets, qui a très peu à être sollicité par des médias. Évidemment que vous avez des inégalités de prise de parole. Et donc on essaie de faire en sorte de gommer cela lors de la finale de La France s'engage. Oui, parce qu'effectivement, il y a le charisme et la manière de dire les choses et qui peuvent laisser sur le bord de la route quelqu'un qui a un projet extraordinaire, essayer de revenir à une base 100 en fait, pour la notation, ce qui n'est pas facile. Et La France s'engage ne sélectionne pas des leaders. Elle sélectionne des projets, et des projets collectifs. Oui. Projets. On entend bien le message que vous transmettez au jury. Effectivement, ce n'est pas un futur député ou ministre. C'est un projet associatif. Ça peut l'être. Mais ce n'est pas la finalité. Mais ce n'est pas fini. Nous aidons un projet. Nous n'aidons pas des leaders. Vous l'aurez dans combien de temps, ce chiffre du nombre d'emplois? Parce que vous savez qu'on fait une émission qui traite de l'emploi et des ressources humaines. Vous avez déjà une petite idée de l'échelle? Je ne l'aurai pas avant la fin de l'année, je pense. Donc c'est un travail de consolidation assez long pour évidemment revoir chacun des lauréats pour savoir où il en est, évidemment. Merci Damien Baldin, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Directeur général de la Fondation La France s'engage. J'ai vu que la Fondation de France, vous êtes abrité par la Fondation de France, comment ça se passe? La Fondation de France c'est une fondation partenaire et amie.
mais la fondation est une fondation reconnue d'utilité publique. Depuis 2017, la France s'engage avec ces dossiers. On connaîtra les lauréats. Tiens, peut-être qu'on fera une émission à la fin, au début de l'été, puisqu'on aura les lauréats. Peut-être viendrez-vous avec un ou deux lauréats. Ça peut être intéressant de. Et vous pouvez vous-même venir lors de la finale. On sera là. France s'engage. On sera là. En tout cas, on vous suivra de près. Merci Damien Baldin. Merci, avec grand plaisir. À très bientôt et bon vent. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un sujet qui est dans l'actualité. On parle de la pénurie de collaborateurs et de main-d'œuvre tout simplement dans les EHPAD. Évidemment, cela fait écho à l'actualité avec ce livre sur les maltraitances dans certains EHPAD. On en parle avec Joachim Tavares, il est notre invité.